Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, ich möchte mich als erstes beim Schiller-Institut bedanken für die Einladung, heute Nachmittag einen Vortrag zu halten zu dem Thema, was ich Ihnen jetzt zeigen werde. Le rôle de l'acier dans la nouvelle route de la soie, c'est mon thème pour mon intervention du jour et je vais essayer de vous donner die Bedeutung des Werkstoffes Stahl herauszustellen. Stahl trägt die Welt und Stahl bewegt die Welt. Es gibt, wenn Sie mal l'acier qui bouge le monde, qui a transformé le monde. Pensez à un moment sans l'acier, ce que serait le monde? Aucune possibilité de conduire une voiture, de monter dans un avion. On serait très très limité en fait. L'acier est utilisé dans plein de produits, et développé sous plein de formes différentes dans la modernité. Donc si vous regardez Volkswagen, c'est 4000 voitures qui sont produites. C'est des milliers de tonnes d'acier utilisées par jour, rien que dans cette seule industrie de Volkswagen. Tout ça doit être organisé et coordonné d'un point de vue logistique. Et sans l'acier, rien ne bougerait dans le monde. Donc si vous regardez, vous comparez l'importance de l'acier comme matière première, sur la gauche, vous avez l'acier. De 1970 à 2013, c'est 1 600 000 tonnes. Si vous comparez à l'aluminium, par exemple, ici, vous avez simplement 107 millions de tonnes utilisées, le magnésium, le plastique, 280 millions de tonnes, 300 millions de tonnes par an. Donc, vous pouvez construire évidemment une voiture à partir que de l'acier, du plastique, je veux dire. Donc, les fibres de carbone qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, mais qui restent au début de la production. Et si on regarde le développement de la production mondiale d'acier, qui a commencé dans les années 50, si on part au début des années 1900, jusque dans les années 50, c'était très très lent, une croissance très lente de la production d'acier, et c'est simplement après les années 50, jusque dans les années 80, où il y a eu une expansion massive. Après, il y a eu une sorte de ralentissement entre les années 80, dans les années, une sorte de stagnation. Ça n'a pas beaucoup augmenté, et simplement après, c'est après l'an 2000, il y a une explosion, une croissance exponentielle grâce, comme vous voyez sur la courbe en bas en rouge, avec l'arrivée de la Chine, justement, qui a développé l'acier en masse, avec d'autres graphiques que je vous montrerai par la suite. Donc vous avez la Chine en rouge ici. Et si vous regardez les chiffres, vous aurez une idée. Comparé à ce qu'ils avaient dans les années 80-90, et après vraiment on voit le virage qui a eu lieu dans les années 2000. Et on voit en Inde également un mouvement qui tend à la courbe verte que vous pouvez voir en dessous avec l'Inde qui a juste commencé ce processus. Et si on regarde la différence entre l'Inde et la Chine de ce point de vue-là, on voit clairement la différence. Là, c'est plus clair encore. Ça, c'est la courbe. La partie en jaune, c'était jusqu'en 1979. Donc on voit c'était très lent. L'Inde et la Chine avaient une croissance plus ou moins similaire. Et après, ils ont commencé à développer l'acier jusque dans les années 2000 de manière plus ou moins de plus en plus. Et ensuite, si vous regardez
une explosion du développement en Chine qui est justement symbolisée par cette courbe de l'utilisation de l'acier. Et en Inde, on voit que l'acier n'a pas joué un rôle jusque même en 2005, où ils ont commencé simplement à développer des nouvelles technologies, de nouveaux projets qui ont nécessité le développement de l'acierie. Et simplement 80 millions de tonnes aujourd'hui produit l'Inde. C'est pas du tout la Chine, si on regarde, c'est plus 500 millions, alors que la population, justement, dans les deux pays est relativement comparable. Donc le développement en Inde, malheureusement, se développe plus lentement parce que, justement, de types de décisions comme ceux qui ont été pris en Chine pour construire, par exemple, ce pont terrestre eurasiatique, cette nouvelle route de la soie, et ils le décident un jour et ils le font le lendemain. Et la Chine a pris le même type de décision, mais ça prendra un petit peu plus de temps que les Chinois qui ont vraiment une situation beaucoup plus d'avantages là-dessus. Si on regarde la situation présente aujourd'hui en Chine et qu'on la compare à d'autres pays, d'autres régions dans le monde, on peut voir sur la droite, donc c'est en 2013, c'est 1 600 000 tonnes et ça a doublé entre 2000 et 2013 si vous regardez dans les 13 dernières années. C'est passé de 15 à 48, de 15 à 48%. Donc le centre de la production mondiale d'acier est dans l'Asie. C'était aux États-Unis avant. Dans les années 50, c'était le centre de la production mondiale d'acier. Et dans les années 70, on a commencé à avoir une plus forte croissance en Europe. Et maintenant, c'est l'Asie. Donc l'autre grosse nation qui continue à travailler l'acier, après la Chine, et c'est l'Union européenne. Mais vous pouvez voir que il y a une distance très grande entre eux, en millions de tonnes, pour l'année 2012-2013, entre l'Union européenne, les 27 pays, et vous voyez en orange la production en Allemagne, qui représente ces 45 millions de tonnes. C'est ce que la Chine produit en un demi-mois, en 15 jours, ce que produit l'Allemagne en un an. Donc après le Japon, les États-Unis, l'Inde, avec 80 millions de tonnes, la Corée du Sud, la Turquie et le Brésil. Donc ça, c'est les leaders de la production d'acier dans le monde. Maintenant, si on regarde où est-ce que comment ça va se développer dans le futur, et ça a été ce qui a été publié récemment. C'est en 2011 et 2025, comme vous pouvez voir. Ce sera 2 300 000 tonnes d'acier qui sera produit. Mais si c'est simplement 2,5 millions de tonnes, 2 millions de tonnes, ce sera une augmentation quand même relativement massive d'ici à 2025. Donc on a besoin de matières premières, évidemment. Donc si on regarde à la production de fer en millions de tonnes et de où elles viennent, il y a des mines qui sont très importantes et d'autres moins. Pour donner du fer, pour extraire le fer.
Donc c'est ce qu'on regarde ici. Donc on voit bien 2 millions de tonnes qui sont produits sur le graphique à droite, tout en haut. Donc vous avez, vous voyez la Chine qui est numéro 1, vous voyez en rose, donc qui produit justement le fer nécessaire à l'acier. Après, beaucoup vient d'Australie, comme vous pouvez voir. Et après, en haut, d'autres pays, l'Afrique du Sud. Voilà. Wichtiger Energieträger, muss ich in diesem Falle sogar sagen, ist der Koks, der Koks, der aus der Kohle. Et une source d'énergie importante pour ça, c'est la production du coke, qui est überwiegend energetische Anwendung von Kohlenstoff, sondern es ist eine stoffliche Anwendung von Kohlenstoff, der eben dazu dient, diese Reaktion Eisenoxid plus Kohlenstoff so ablaufen zu lassen, dass ein metallisches Eisen am Ende c'est le carbone qui est utilisé. Dieses Werkstoffes. Kein Zweifel, aber auch dabei entsteht Kohlendioxid, das CO2 in der et donc pour créer le dioxyde de carbone, et qui est extrait de ce processus. Comme on a vu, la Chine a besoin de beaucoup de matières premières, ce qui change le monde, parce que la Chine importe et développe des relations évidemment en Amérique latine avec l'Argentine, le Brésil, en bleu. Donc c'est les mines de fer, et l'Argentine, plus les échanges au niveau du soja, pour tout ce qui est alimentaire. Il y a aussi d'autres pays qui donnent du pétrole, évidemment, à la Chine, mais ce qui manque, et ce qui ne vient pas d'Inde, justement. Il n'y a pas de relation là-dessus entre l'Inde et la Chine. Donc les Indiens ne produisent pas de fer pour l'exporter, puisqu'ils commencent simplement à l'utiliser eux-mêmes. Ici, si on regarde la comparaison entre l'Allemagne, les États-Unis, la Chine et l'Inde, donc la population, donc c'est l'Inde, 1,2 milliard de personnes, la Chine, 1,3 milliard de personnes. Et après, les États-Unis, 321 millions d'habitants, et en Allemagne, 80. Et très petit, avec simplement 81 millions d'habitants. Si on regarde, vous voyez les zones, c'est 9,8 millions de kilomètres carrés, 9,6 pour la Chine, c'est quasiment équivalent. L'Inde, donc 3,3, c'est un tiers de la Chine et des États-Unis. Et l'Allemagne, c'est 0,4 million de kilomètres carrés. Ich habe mal Ihnen ein paar Bilder mitgebracht, zu zeigen, wie die chinesische Ici, c'est quelques graphiques ihren letzten 5-Jahresplan oder pour démontrer ihren vorletzten 5-Jahresplan behandelt hat. Das ist der Vergleich des 5-Jahresplans vom Jahr 2000 bis 2005. Donc, des plans à 5 ans de 2005, entre 2000 et 2005, les augmentations, en fait, vous voyez voir, dans la production ici, plus 201% d'augmentation de la production d'acier. Donc ça, c'est la production.
Donc le ciment, il y a tout ce qui est le nombre de l'air conditionné s'est beaucoup développé. Tout ça demande évidemment les ordinateurs individuels. Tout ça a augmenté massivement et donc a nécessité la production d'acier. Donc ça, c'est les buts politiques de la Chine. C'est en milliards de yuan. La comparaison entre 2005 et 2010, donc une augmentation massive du PIB qui est le produit national, produit intérieur brut, avec l'urbanisation grandissante. Donc 26 trillions de yuan. Et comme vous pouvez le voir, 10 yuan égale 1 euro. Donc c'est des centaines de millions de gens qui se sont urbanisés, qui vivent maintenant dans des villes. Donc ça veut dire qu'il faut construire des nouvelles villes. Et c'est là où l'acier est extrêmement utilisé. Ils veulent aussi agrandir les zones forestières, en fait. C'est très très grands pays sur lesquels ils ont de la place pour faire ça. Mais il y a des problèmes, il y a des faiblesses dans le développement de la Chine. On ne veut pas ne pas le dire. Vous pouvez dire le problème de l'agriculture. Donc le gouvernement précédent avait laissé un héritage assez des tensions sociales, du chômage quand même de masse qui avait été développé, pas assez de protection pour les individus. Évidemment, il y a eu presque une banqueroute des corporations d'État, en fait, du système bancaire chinois. Des rivalités, évidemment, entre les centres urbains, les centres ruraux, le pouvoir central. Il y a de moins en moins de ressources disponibles, accessibles tout de suite, et évidemment une contrainte évidemment environnementale. Donc bon, on a besoin d'innovation. Ça c'est évident. C'est pour les Indiens, pour les Chinois, et aussi en Europe. Pour survivre au niveau de la compétition internationale. Et dans cette situation, il faut développer une efficience plus grande de l'utilisation des ressources énergétiques, comme les ressources naturelles, les ressources humaines, les ressources physiques. Pour être capable de renforcer l'efficacité de notre économie. Des nouveaux produits, des nouveaux matériaux, des nouvelles méthodes de production, des nouvelles applications également pour l'acier. Donc c'est un peu plus problématique en Chine, évidemment, parce que face aux géants, ils n'ont pas une bureaucratie. Et si on regarde ce nouveau graphique, c'est un exemple de l'innovation matérielle qui est de la structure d'une voiture Volkswagen, par exemple. Donc c'est la Passat, la voiture. Ces différents types d'acier utilisés. Par exemple, là, vous voyez en rose, une partie du toit, une partie du châssis. C'est de l'acier très très fort, très très dense, très très résistant. Donc il faut développer toujours des nouvelles moyens de développer un acier qui peut résister au choc.
Et ce qui est très important, et la partie de ce que je veux présenter, c'est la part de l'industrie, en fait, dans le développement économique, dans le développement productif de la société. En Allemagne, on a 25% de la richesse est créée par l'industrie. Et si on regarde la Corée, on est à peu près à 30-35%, c'est au-dessus. Mais ce qui est vraiment, si on regarde à la Grande-Bretagne, regardez, vous voyez en fonction des années, ça a vraiment décliné et ça stagne. C'est simplement 15%. En France, regardez, on est à quelque chose que 12% aujourd'hui. Enfin, ça c'est les chiffres de 2011. Donc c'est vraiment la force productive, la force industrielle de l'Allemagne, comme vous pouvez voir, est restée relativement constante, contrairement à l'Angleterre. Et on continue à produire de nos produits industriels ici. Parce que il y a un développement comme en France, une croissance de la pauvreté, comme on l'a vu dans le journal Frankfurt Allgemeine Zeitung de juin, que malgré la croissance économique, le nombre de gens qui vivent dans la pauvreté augmente. Il y a même des carences alimentaires en Allemagne maintenant, des enfants qui n'ont plus à manger, qui sont en carence alimentaire, sous-alimentés, malgré la fameuse croissance allemande. Et ça, c'est le résultat que le fait que le produit intérieur brut, la richesse n'est pas massivement créée par la richesse industrielle. Et c'est ce que je dis aux politiques. On doit garder au minimum les 25% de partie industrielle dans le développement économique. Et la question, c'est la question de l'énergie, de fourniture énergétique. Et vous pouvez voir, il y a eu un boom énergétique aux États-Unis. La production a beaucoup augmenté entre 2000 et 2013. On sait en millions de tonnes. En Europe, vous pouvez voir, c'est passé de 167 à 68, mais la production de gaz a augmenté. Des nouvelles formes de gaz, de production de gaz ont été introduits en fait. Les Américains, par exemple, ils ont un tiers de leur production avec ce qu'on appelle le craquage hydraulique. Et ça permet de certes avoir des prix plus faibles en ce qui concerne la production énergétique. Donc on peut voir ici le prix. Le prix justement du gaz en Allemagne en rouge avec le prix aux États-Unis qui est quasiment un tiers du prix européen aujourd'hui, ce qui est un gros avantage dans la compétition mondiale. Donc j'arrive à ma conclusion. C'est le matériel numéro 1. La production d'acier est en train de croître massivement. Les Chinois ont augmenté leur capacité de production d'acier de manière significative. Et en Europe, on a trop d'acier, trop de capacité de production d'acier. Ce qui veut dire que les prix ne sont pas à la hauteur de ce qu'on voudrait. Donc les besoins chinois sont grandissants. Il dit que l'Inde ne deviendra pas une seconde Chine à cause de la bureaucratie indienne. Donc merci à tous de m'avoir écouté
Et si vous avez d'autres questions, voilà, je serai prêt à y répondre. Merci parce que je dois partir après.